Chers auditeurs, bonjour, ici Youn Rollin pour vous présenter ce podcast dans lequel on parle sport, voyage, études et même développement personnel. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien, en 3e année à Sciences Po Bordeaux. Dans le cadre de ses études, il a notamment pu réaliser un échange Erasmus en Roumanie. Bienvenue Aurélien, comment vas-tu ? Salut Youn, je suis ravi d'être là. Pour ma part, ça va très bien. Je te remercie de m'inviter aujourd'hui dans ton podcast. Eh bien écoute, ça avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, notamment ton parcours scolaire, collège, lycée, et comment tu es arrivé à Sciences Po ? Tout à fait, bien sûr. Donc, je m'appelle Aurélien, je vais avoir 20 ans dans 2 semaines. Je suis né donc en 2004. Je rentre à la rentrée prochaine en septembre en 3e année à Sciences Po Bordeaux. Pour faire un petit point sur ma scolarité, j'ai fait mon collège dans le Lot-et-Garonne, dans un collège en REP, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire. Donc un collège qui n'était pas forcément dans les meilleurs de France, pour faire simple. J'ai fait un bref passage dans un institut privé catholique à Kudos, dont Youn a aussi fait partie. Et enfin, j'ai fait mon lycée au lycée Anatole de Monzie, anciennement Anatole de Monzie, qui s'appelle désormais Gisèle Halimi, à Bazas, un petit lycée dans le sud Gironde. Et ok, très bien, oui, du coup, c'est notamment à ce lycée-là qu'on s'est connus. Non, on s'est connus à Kudos. Oui, on s'est même connus à Kudos. On s'est vraiment parlé au lycée à Bazas. Donc comment ça s'est passé pour intégrer Sciences Po ? Déjà, pourquoi as-tu voulu intégrer Sciences Po et comment ça s'est passé Parcoursup, pas Parcoursup ? Voilà. Le tout début de cette motivation, elle provient des spécialités que j'ai choisies. Donc j'ai choisi dès la première 3 spécialités, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, ainsi que humanité, littérature, philosophique que j'ai laissé tomber en terminale. Ces 2 spécialités m'ont vraiment passionné. Au lycée, j'avais à peu près, pour tout vous dire, jamais entendu parler de Sciences Po, et c'est plusieurs professeurs qui, au vu de mes résultats, m'ont conseillé de candidater. Et j'ai candidaté en terminale via Parcoursup, sans avoir non plus une très grande motivation à l'intégrer. Donc j'ai passé le concours commun de Sciences Po et le concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux, qui est un autre concours à part. Et j'ai été reçu à Sciences Po, j'ai passé l'oral, et j'ai été admis à Sciences Po Bordeaux, et j'ai pu faire mes premières années à Sciences Po. Ok, super. Et tu avais un projet derrière en intégrant Sciences Po, tu as peut-être un métier en tête quand tu rentres dans cette école qui est quand même assez réputée ? Donc c'est vrai qu'au tout début, je n'avais pas vraiment de projet professionnel. Je m'étais inventé un projet professionnel pour pouvoir avoir un profil sérieux devant les membres du jury. J'avais dit à l'époque que je voulais être magistrat parce qu'en effet, je m'intéressais au droit, à la justice. C'est ce qui m'intéressait le plus à cette époque. Mais aujourd'hui, 3 années après mon entrée à Sciences Po, je sais exactement ce que je veux faire et je prépare et je vais bientôt présenter les concours d'officier et de commissaire de police. Ok, super. Et quand tu rentres à Sciences Po, en fait, t'as pas cette... tu veux pas rentrer dans la politique ? Parce que là, du coup, tu te décales vers quelque chose genre la gendarmerie. Tout à fait, c'est vrai que... Comment ça s'est passé ce changement un peu de cap ? Ce changement de cap, il s'est effectué au fil des années. Je suis toujours autant intéressé par la politique. Je n'ai jamais voulu faire de la politique mon métier, mais c'est ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Et c'est de fil en aiguille, grâce aux matières que j'ai pu étudier à Sciences Po, que je me suis rendu compte que les métiers qui m'intéressaient, c'était en fait les métiers de la sécurité, tout en étant liés un petit peu au monde de la justice. Et aussi, je cherche aussi la stabilité de l'emploi, on va dire, en voulant donc passer les concours de catégorie A de l'État. Et c'est le monde de la sécurité, moi, qui m'attire le plus à l'heure actuelle. Ok. Et donc, comment ça s'est passé déjà ta première année à Sciences Po ? C'était pas trop stressant ? Comment étaient organisés les cours ? Tu peux nous parler un peu de cette école ? C'est vrai que la première année, c'est un peu la grande angoisse. C'est comme pour beaucoup d'étudiants, le passage à la fac, à l'université, dans des prépas. C'est le changement entre le lycée et l'université. Pour moi, ça a été un immense fossé. On est beaucoup d'étudiants à avoir ressenti le même sentiment. On avait tous un peu les mêmes profils, un peu tête de classe, et toujours avoir des bonnes notes au lycée sans réellement se forcer, sans beaucoup travailler. Et on arrive à la fac avec une autre quantité de travail, une autre méthode de travail à apprendre qu'on n'avait pas forcément, le fait de réviser plus régulièrement, les partiels sont une chose nouvelle. Et donc les premiers mois ont été un peu difficiles, notamment en termes de cadence, c'était des exposés assez longs toutes les semaines, des travaux à rendre régulièrement. Donc c'est sûr que comparé au lycée, ça a été un énorme fossé, mais ça a aussi été l'épanouissement, un épanouissement personnel, sur le plan personnel, dans
cadre de mes études, j'ai vraiment étudié les matières qui me plaisaient, découvert des choses que je n'aurais jamais pensé. Ok, intéressant. Et donc, dans le cadre de ta deuxième année à Sciences Po, tu as pu réaliser un échange Erasmus en Roumanie. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu du début de ce projet, parce que c'est assez particulier avec Sciences Po, comme tu me l'as expliqué un peu avant le podcast. Tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Tous les étudiants de Sciences Po, sauf exception, doivent partir obligatoirement à l'étranger lors de leur deuxième année pour les étudiants de Sciences Po Bordeaux ou en troisième année pour les étudiants des autres Sciences Po. Et donc dès la première année, on doit choisir notre destination, enfin candidater pour plusieurs destinations. Et c'est un système assez opaque où on nous attribue en fonction de nos notes, de nos relevés, de nos partiels, la destination selon les vœux. C'est tout un processus assez long. Donc moi, pour tout vous dire, partir à l'étranger, ça me faisait très peur. Ça n'était pas forcément quelque chose que j'envisageais. J'étais presque prêt à rester en France et à aller dans une autre université, si cela avait été possible. J'avais plusieurs critères sur les pays auxquels j'ai candidaté. Tout d'abord, le premier critère pour moi, c'était le critère financier, parce qu'il est vrai qu'être étudiant, c'est quelque chose qui coûte assez cher, et je ne pouvais pas me permettre de dépenser encore plus à l'étranger que ce que je dépensais déjà en France à Bordeaux. Donc pour moi, le premier critère, ça a été le coût de la vie à l'étranger. Et la Roumanie, qui est l'un des plus pauvres pays d'Europe avec la Bulgarie, m'a donc particulièrement fait de l'œil. Un des deuxièmes critères, c'était pour moi de rester au sein de l'Union Européenne pour des questions de papier, pour pouvoir rester en lien facilement avec ma famille et rentrer en cas de problème. Et donc la Roumanie, qui avait intégré l'UE assez récemment, faisait donc partie de mes choix. Et enfin, le dernier critère, c'était une université où la quantité de travail n'était pas monstre. Il y a certaines universités, que ce soit en Irlande, en Suisse, qui demandent une quantité de travail encore plus importante qu'en France, et je ne pouvais pas être confronté à l'échec scolaire à l'étranger, sinon ça aurait été le début d'une longue catastrophe avec Sciences Po. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, il est vrai que le niveau de l'université roumaine étant bien inférieur au niveau de l'université française, j'ai retenu la Roumanie. Et je voulais aussi découvrir un pays original qui avait une mauvaise réputation. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par l'Europe de l'Est, par les Balkans. J'étais très attentif à ce qui se passait en Ukraine, et la Roumanie, je me suis porté vers la Roumanie. Ok, super. Et du coup, t'as un peu changé l'image que tu avais de ce pays, parce que du coup, peut-être ceux qui me connaissent le savent, mais moi j'ai fait une semaine en Roumanie, donc à Bucarest, avant que tu y ailles. Et c'est vrai que moi aussi j'avais cette image un petit peu pays de l'Est, pauvre. Et quand on m'a dit tu vas aller en Roumanie, je me suis dit bah ouais, je veux bien pour découvrir, mais toi j'avais un peu peur. Et au final, moi j'ai trouvé que les gens étaient super sympas. Bon, la vie est totalement différente, hein. C'est quand tu rentres en France, tu te rends compte que tu as de la chance. Exactement. Aussi un petit peu. La chance qu'on a. Donc tu peux nous en parler un petit peu des différences que tu as remarquées entre la France et la Roumanie. Donc il est bien vrai que Youn est le premier à être parti à Bucarest. Moi je suis donc parti pour 1 an à Bucarest. Et donc voilà, c'est vrai que mon regard a beaucoup changé, que ce soit sur les clichés sur la Roumanie ou les approximations qu'on fait entre les Roms et les Roumains. En fait, les Roms ne sont pas forcément des Roumains et sont même rejetés par les Roumains. Donc j'arrive à Bucarest en septembre. Je découvre donc Bucarest, une ville finalement très occidentale. Donc voilà, ce qui a pu me choquer par rapport à la France, c'est déjà le coût de la vie, qui est très très inférieur à ce que j'ai pu connaître de la vie étudiante française. Qu'est-ce qui a pu me choquer en Roumanie, c'est peut-être les mentalités, parce qu'il faut savoir, donc c'est un pays qui sort d'une longue dictature communiste sous Ceausescu jusque dans les années 90, et donc la Roumanie, c'est une jeune démocratie qui n'est pas parfaite, c'est encore un pays où on combat la corruption, et donc certaines mentalités ont parfois pu me choquer. C'est vrai que ça reste la société roumaine, ça reste une société très patriarcale. Okay. Où j'ai pu parfois même assister à des manifestations contre l'homosexualité en pleine rue de Bucarest, et voilà. Ah oui. Oui, et très différemment des manifestations françaises. Ah oui, quand même, ok. Donc on peut dire que c'est un sacré choc culturel pour toi, peut-être. C'est ça. Peut-être même l'impression d'un retour en arrière. On dirait un peu la France des années 60, 70. Ouais. Et t'avais déjà eu l'occasion de voyager dans des
petits pays, enfin des pays un peu moins développés comme ça? Et ben, contrairement à toi, Youn, je n'avais jamais eu la chance de partir, que ce soit en échange scolaire ou même à l'étranger. Et donc pour moi, c'était vraiment quitter ma zone de confort, quitter le sud-ouest de la France où je suis né, où je n'ai quasiment jamais bougé. Et donc c'était le saut vers l'inconnu. Voilà, je n'avais jamais dépassé la Gironde et le Lot-et-Garonne, où j'ai dormi quelques fois en vacances, mais je n'avais jamais eu l'occasion de faire un échange ou de partir vraiment découvrir une autre culture pour une aussi longue durée. Donc pour moi, ça a été voilà, le choc et l'aventure. Ah ouais, c'est génial pour une première expérience quand même. T'étais pas trop stressé avant de partir? Là, tu partais quand même tout seul pour une année. C'est ça. Alors moi, finalement, j'étais pas tant stressé que ça. Il est vrai que je suis arrivé à Bucarest avec juste 2 valises de 20 kilos, sans avoir d'appartement, en ayant seulement réservé un Airbnb pour 3 jours, au plus grand désarroi de mes parents. Et donc il a fallu que je me retrouve dans un pays où les gens parlent très mal anglais. Je ne connais pas un mot de roumain pour trouver un appartement avec des agences immobilières. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'angoisse du début. Sinon, peut-être le plus compliqué, ça a été de l'annoncer à ma famille. Bien sûr que ma famille savait que je devais partir à l'étranger, mais il a fallu annoncer à ma famille que je partais en Roumanie. Et donc ça a été le grand choc pour ma mère qui n'avait que des a priori mauvais sur la Roumanie. Mais au final, mes proches l'ont plutôt bien accepté quand ils ont vu que je m'étais très bien installé en Roumanie, que c'était, il faut le dire, un pays très safe, c'est une safe place, la Roumanie. Pas une agression dans les rues, une police présente partout, parfois un peu à tort, mais en tout cas, voilà, de tous mes amis et moi, il ne nous est pas arrivé une seule galère en Roumanie, pour tout dire. Ok, donc incroyable. Donc l'expérience, une expérience positive. Et les cours, ça se passait comment? T'étais avec d'autres étudiants de Sciences Po en Roumanie? Donc voilà, j'étais parti avec 2 autres étudiants de Sciences Po, donc à l'Université française de sciences politiques de Bucarest. Voilà, donc c'est un échange universitaire où des étudiants roumains viennent en France et des étudiants français partent en Roumanie. Et donc c'est l'équivalent en fait de cette université de Sciences Po mais version roumaine. Donc c'est-à-dire, il faut le dire aussi, version low cost. Et donc j'ai découvert des professeurs qui étaient censés parler français mais qui ne lisaient que le français sans vraiment comprendre ce qu'ils lisaient. Mais j'ai eu des cours en français à l'autre bout du monde et ça reste quand même une expérience fantastique. Et voilà, et d'avoir pu échanger avec des Roumains qui voulaient apprendre le français et dont certains voulaient partir vivre en France pour y travailler. Pour certains, la France, c'est encore un espoir et un avenir. Ok, putain, c'est super intéressant. Et t'as pu rencontrer pas mal de gens, j'imagine, là-bas, sur place? Et tout à fait, et dont certains sont même devenus des amis, des Roumains qui parlent français qui sont devenus des amis et qui vont bientôt même venir en France pour étudier, dont un qui vient dans mon école, à Sciences Po Bordeaux. Et donc j'ai rencontré énormément de monde sur place. Il est vrai qu'on s'est beaucoup rassemblés entre Français. C'est un phénomène que je ne connaissais pas, les expatriés. C'est-à-dire qu'en septembre, on s'est tous donné rendez-vous, les Français, dans un bar, et la plupart sont tous devenus amis pendant cette année fantastique, riche en émotions et de festivités. C'est vrai que la Roumanie, ça a été l'occasion de profiter de la vie étudiante à son plein, de faire la fête le plus souvent possible, dans une autre culture que la culture française. Ok, non, c'est intéressant, mais ça c'est un truc, je me demande si il y a que les Français qui font ça, mais c'est vrai que moi du coup quand j'ai étudié aux États-Unis à Cortland, bah on avait un groupe de Français et on était souvent ensemble en fait, et par rapport aux autres nationalités qui se mélangeaient, non, on se mélangeait bien sûr, mais tu vois, quand on était en groupe, on était une des seules nationalités qui parlait français, même si on était dans un groupe d'internationaux, comparé aux Espagnols. Moi j'avais un Espagnol Mario en colocataire, et quand ses collègues espagnols venaient un peu dans notre appartement, et moi quand j'étais là, qui parlaient un peu en espagnol, mais la plupart du temps ils parlaient en anglais, même entre eux. Et ça, moi je me suis dit, mais pourquoi nous on fait pas ça? On a essayé de le faire au bout d'un moment, mais je me demande si les Français, on n'a pas ce truc de vouloir peut-être d'être en communauté de Français, à parler français, c'est assez marrant. Mais ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, Youn, je ne vois pas d'où peut venir ce sentiment de besoin de se retrouver entre Français. D'où vient ce sentiment de supériorité de devoir parler français devant d'autres gens qui essayent de parler anglais avec nous. Je m'en souviens, oui, c'est vrai qu'on a parfois été odieux, ou quand des gens essaient de nous parler, on restait entre Français à parler français dans une soirée Erasmus. Oui. On se reconnaît tous dans cette situation, on l'a tous fait. Et donc c'est vrai que les Espagnols se mélangeaient avec les Italiens avec les Grecs, il y avait même des Turcs, de toute nationalité. Et c'est vrai que les Français, on est beaucoup restés entre nous. Et donc on avait beaucoup de mal à s'intégrer avec des personnes qui n'étaient pas francophones. On s'est fait des amis belges,
des Suisses, Ah oui, ok. des Roumains qui parlent français, mais voilà, nous n'avons pas trop développé cette amitié internationale. C'est vrai que nous sommes beaucoup restés dans l'entre-soi, dans ce que l'on connaît. Là, c'est assez marrant ça quand même. Hein. Et c'est presque un petit peu dommage. Parce Ah ouais, c'est dommage, je pense que, moi en tout cas pour ceux qui écoutent, je vous conseillerais vraiment, c'est sûr qu'il y a ce truc d'être entre français, ça arrive pas à tout le monde, mais en tout cas la preuve, tu l'as remarqué, je l'ai remarqué, on est beaucoup à l'avoir remarqué je pense. Et il faut se pousser des fois, parce que c'est important aussi de discuter avec des personnes qui viennent d'autres pays, qui parlent une autre langue, tu découvres une nouvelle culture. Et même à la fin, toi, ça te fait des gens que tu connais, tu regardes la carte du monde, tu dis ok, là je connais quelqu'un, c'est génial. Donc faut sortir peut-être un peu de cette zone de confort. Mais bon, t'as quand même pu parler un peu anglais avec d'autres nationalités, t'es pas resté non plus bloqué. Non, pas tous restés, mais c'est vrai qu'on est beaucoup resté dans l'entre-soi. Et ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'aller développer votre anglais, parler avec des gens en soirée, développer des amitiés avec des personnes qui ne parlent absolument pas un mot de français. C'est ce qui vous donnera des ailes pour mieux parler anglais. Et c'est vrai que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais voilà. Rester entre français, c'est le choix de la sécurité, d'être avec des amis qui parlent la même langue que vous, qui ont la même culture. Et voilà, ça a été pour moi le choix de la facilité, et je le reconnais, mais on est nombreux à l'avoir fait, et c'est un peu un sentiment général. Ok, et justement sur la langue, j'allais y venir. Ton niveau d'anglais, il était comment avant de partir, et comment il a évolué pendant ton échange, et comment il est maintenant? Alors mon niveau en anglais, il était assez mauvais, pour tout vous dire, parce que en première année à Sciences Po, j'ai été au rattrapage, car mon niveau d'anglais n'était pas satisfaisant, et celui d'espagnol encore moins. Et donc voilà, aussi un des critères, c'était une destination où on ne parle pas trop anglais, où au moins je puisse continuer à parler français pour valider une année en parlant français. Et donc j'ai fait le choix de ne pas prendre de cours en anglais, car je n'avais pas le niveau pour suivre des cours universitaires à temps plein en anglais. Donc mon anglais, on va dire, a peu évolué, mais avec mon faible niveau, mon niveau de lycéen, on va dire, j'ai quand même réussi à me débrouiller dans beaucoup de situations, à tenir des discussions normales avec des personnes. Il est vrai que je n'écrirai pas un livre en anglais, mais j'ai un niveau, on va dire, satisfaisant. Pas forcément aux yeux de Sciences Po, mais pour parler, avoir une simple conversation, c'est tout à fait possible. Donc mon niveau d'anglais n'a pas forcément bougé, mais j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises en anglais avec plusieurs personnes, et j'ai même commencé les cours de roumain. Ok, et tu peux nous parler un peu roumain? Bună ziua. Là j'ai compris, c'est bonjour. Exactement, Youn il s'en souvient, et sunt Aurélien. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'apprendre le roumain, des cours de roumain pendant toute l'année. Génial ça. Des cours en visioconférence, mais le roumain c'est très compliqué. On comprend, on arrive à le lire parce que c'est une langue latine qui est un mélange de français, d'italien et de latin. Et donc on le comprend à l'écrit, mais pour le parler ça va encore, mais pour le comprendre à l'oral, Louis, c'est impossible. C'est un peu compliqué. Et alors j'ai cru comprendre quand j'étais allé en Roumanie qu'il y avait ils avaient un peu de vocabulaire qui était tiré du français. C'est vrai? Et tout à fait. En fait, c'est pour ça que plusieurs mots sont transparents. Par exemple, pour dire merci en français et en roumain, ça se dit merci avec un S au lieu du C. Et c'est ces petits mots qui nous font dire ah tiens, on a l'impression d'être en France parfois. Ah ouais, c'est marrant ça. Ou pour dire salut, ils disent salut et ils prononcent juste le T un peu plus fort. Ok, ça c'est rigolo. Et pour revenir un peu en arrière, quelles sont les démarches que tu as faites, même si toi c'était quelque chose d'obligatoire, donc bien évidemment tu as eu moins de démarches à faire que plus un étudiant dans mon cas où on n'est pas obligé de partir étudier à l'étranger, mais comment ça s'est passé au moment où tu as su que tu partais en Roumanie, tu avais peut-être des papiers à faire, les billets d'avion, comment ça s'est un petit peu déroulé? Pour tout reprendre, donc moi oui j'étais, on va dire, obligé de partir dans le cadre de mon cursus, donc le dossier que j'avais à faire n'était pas énorme. Donc il a fallu monter le dossier Erasmus, mais Sciences Po s'en occuper, donc j'ai juste transmis tous les documents, les revenus de mes parents, enfin voilà, les choses très classiques. Pour aussi j'ai eu le droit bien sûr à une bourse Erasmus, ce qui est normal quand on part à l'étranger, en fonction du revenu de ses parents. En termes de paperasse, pour partir, ça n'a pas été très compliqué. La Roumanie fait partie de l'Union Européenne, donc juste avec une carte d'identité, c'est possible d'y partir. Donc à l'époque, la ligne aérienne entre Bordeaux et Bucarest n'existait pas encore, donc j'ai dû partir en Belgique. J'avais un vol avec une escale en Belgique, et puis après de Bruxelles, je me suis rendu en Roumanie avec toutes mes valises, et j'ai atterri de nuit à Bucarest. Et je me suis retrouvé dans un taxi roumain qui m'a déposé chez moi. Ok, et d'ailleurs les conducteurs là-bas, tu les as trouvés comment?
On peut se plaindre des Marseillais, des Basques, mais les conducteurs roumains, c'est un autre monde. Les routes ne sont pas entretenues, leurs voitures ne sont pas entretenues, ce sont des vieilles voitures. Les taxis roulent à 130 sur une route limitée à 50. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, il n'y a pas de ceinture dans les voitures à l'arrière, dans les voitures en Roumanie. C'est-à-dire que vous baladez à l'arrière dans toute la voiture, vous êtes secoué dans tous les sens parce que si vous mettez votre ceinture, ça veut dire que vous êtes un touriste. Mais ça, tu me rassures parce que au moins on a connu le même Bucarest. C'est ça, voilà. Moi, quand je suis que pour la petite anecdote, enfin juste vite fait, nous quand on est arrivé, j'étais arrivé avec 2 Françaises. Et on se dit on prend un taxi. Et bon, il y avait des taxis partout, on rentre. Bon, le mec, enfin, c'était un taxi quoi. Mais bon, bonjour rapidement, on va les affaires, lui il travaillait quoi. On monte, moi je monte devant. Je sais pas, elle voulait absolument, elle dit tu montes devant, je fais ok, j'ai pas le choix. Moi je vois que j'ai une ceinture, je dis cool. Et j'ai regardé derrière, fait un problème, on n'a pas de ceinture. Et je fais bah écoutez, les filles, fallait monter devant maintenant. Et le mec, je te jure, je me rappelle, j'ai fait une story, j'ai fait bah là c'est la fast life qui commence quoi. Parce que le mec, je te jure, il roulait, mais comme un malade. Il était fou, mec. Il y avait un panneau, je sais pas, à 60, le mec il était à 100. Il était là, il doublait par là. Et j'ai dit, mais c'était Tokyo Drift en fait. Ah, mais je me reconnais totalement là-dedans, parce que non seulement les taxis roumains conduisent comme des fous, mais ils ont aussi l'alcool facile. Et donc une fois, il est 10h, j'ai besoin de prendre un taxi, je monte enfin c'était un Uber, je monte dans l'Uber à l'arrière. Et je sens que ça sent la gnôle mais à plein nez. Et le mec n'a fait que caler tout le trajet, se faire klaxonner par tout le monde. J'ai cru qu'à un moment j'allais descendre et partir en courant tellement j'avais peur des conducteurs roumains. Mais les taxis et les Uber roumains ont l'avantage d'être bon marché, qu'un trajet de 15 minutes en ville ne vous coûtera que 2€. Et pour la petite anecdote, je n'avais jamais pris de taxi ni même de Uber en France de ma vie. J'étais habitué au transport en commun ou à la limite à la trottinette électrique à Bordeaux. Mais voilà, et j'ai passé une année à me déplacer en taxi, en Bolt et en Uber à moindre coût. Bah alors ça c'est marrant, ça nous fait un petit point commun parce que moi aussi la première fois justement où j'ai pris un taxi ou fait ce style de moyen de locomotion en tout cas, c'était à Bucarest. Parce que bah, nous on nous avait conseillé, on nous avait dit d'installer Bolt sur notre téléphone. Moi je vais pas te mentir, je connaissais Uber mais c'est pas mon truc. Et Bolt, je regarde les prix, je fais mais non, il y a un bug, c'est pas possible. Et c'est vrai que bah tu pars en soirée, tu rentres un peu tard, tu prends un Uber et ça te coûte 2€. Et encore quand tu le prends en groupe là, c'est ça, ouais. C'est royal. Et on se sent presque obligé à chaque fois de laisser des pourboires tellement le prix de la course est dérisoire. C'est clair. C'est presque une tradition quand on est un occidental de laisser un bon pourboire là-bas. C'est une mentalité la Roumanie, c'est à la fois un accueil chaleureux. Enfin, ils n'aiment pas beaucoup les étrangers, il faut le dire. Si vous parlez anglais, ils ne seront pas aimables avec vous, mais dès qu'ils vous entendent parler français, ça devient autre chose. Ils sont souriants, ils essayent de caler les quelques mots de français qu'ils ont appris à l'école parce que sous leur dictature communiste de Ceausescu, l'apprentissage du français était quasiment obligatoire pour tout le monde. Okay. Et donc on se retrouve avec des grands-parents, des grands-pères, des papis roumains qui parlent un français très littéraire, un bon français. Et c'est ça qui m'a choqué, c'est que les Roumains parlent français. Et un français assez courant. Ça. Mais oui, c'est vrai que dans les voitures, j'ai remarqué ça aussi. Moi, je te prends un peu la place pour la vidéo rapidement pour des anecdotes, parce qu'en fait, ça me revient là. Mais c'est vrai que les chauffeurs, il y en avait que tu leur parlais pas. Le mec qui roulait vite, on lui a dit bonjour. Moi, j'ai essayé de balancer des questions, en anglais bien sûr. J'ai vu, ça sert à rien. De toute façon, j'étais accroché, j'ai croisé les doigts. Et il y a un chauffeur, il balançait ses mots en français aussi. Il nous disait des petits mots, il disait oui, je suis allé je crois qu'il était allé à Nice ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, je parle de football. Parce que pour ceux qui suivent un peu le foot, au Girondin de Bordeaux, à l'époque, il y a 2 ans, quand on était encore professionnel, on avait un joueur roumain qui s'appelait Alexis Pitou. Et moi, je lui dis en anglais, je lui fais ouais, nous on a un joueur roumain à Bordeaux. Parce il m'a dit qu'il connaissait le club. Il fait ah ouais, je connais. Il fait il est vraiment nul. Je fais bon, ouais, je sais pas, ça, je sais pas, moi, je sais pas, et pas ouf, mais bon. Et du coup, on a commencé à parler de foot. Et le mec, il a commencé à me parler de l'histoire des Girondins. Il me disait oui, Zidane. Il me parlait vraiment des Girondins de Bordeaux. Et toi, j'ai trouvé ça quand même au fin fond de Bucarest. T'es là, je suis en train de discuter avec un chauffeur, de mon club de foot préféré. C'était fou. Voilà. Et on a discuté de ça pendant tout le trajet en fait. Et toi, après, il a commencé à s'ouvrir et il nous parlait de tout, de sa vie, etc. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. T'es là, tu parles avec un chauffeur pendant 15-20 minutes de ton pays. Et le mec était super cool. C'était la petite anecdote, mais tu vois, ces genres de petites interactions, ça te refait une journée. Et honnêtement, c'est génial. C'est ça qui est fantastique parce qu'en fait, les Roumains s'intéressent au foot, mais les Roumains sont l'un des pires pays, je crois. Je suis très peu le foot, mais sont l'un des pires pays d'Europe en termes de football. Et donc, ils suivent les clubs étrangers, et notamment les clubs français. Et donc, j'ai la même anecdote, version dans le taxi, où on parle français avec le chauffeur.
Et donc mon ami Adrien qui est un fanatique de l'Olympique de Marseille lui parle je trouve cette partie. lui parle de l'OM et le chauffeur lui dit vive l'OM et voilà, mon ami en extase parce qu'en fait tous les Roumains suivent les clubs étrangers et ne supportent pas forcément l'équipe nationale roumaine qui... Ah ça c'est rigolo ça. Ah, c'est vrai que bon je supporte pas l'OM mais c'est vrai qu'à sa place ça doit être incroyable. Mais alors et pour l'anecdote quand même, donc moi on parle foot, il me fait tu sais que, enfin en anglais il me dit tu sais que Bucarest ils ont gagné la Ligue des Champions, je fais ah bon. Et il faut savoir que on dit que tu dis que la Roumanie c'est des pires pays en foot en soi sur le papier. On parlait de l'OM mais en soi on a autant de Ligue des Champions que la Roumanie. Ouais, tout à fait. Marseille a une Ligue des Champions, Bucarest a une Ligue des Champions. Donc sur le papier en soi on est au même niveau que les Roumains au niveau des Ligues des Champions et il m'a appris ça. Moi qui suis fan de foot, c'était un point culture. Et pour rebondir sur une autre anecdote que j'ai fait que quelques jours mais honnêtement rempli d'anecdotes. Le soir, je parle avec des Roumains avec qui j'étais allé boire un verre en ville, parce que du coup, je m'étais un peu sorti des Français. Voilà. Et à un moment, on parle de foot, et du coup, on parle du club de Bucarest. Et il me fait, mais tu connais pas Bucarest, c'est pas très connu. Et en fait, j'avais retenu ce que le chauffeur m'avait dit dans la journée, il m'a dit les dates, les buteurs. Et en anglais, en fait, ça me revient, et je le ressors tout par cœur. Il regarde son pote, il me fait, non, c'est pas possible. Comment il connaît ? C'est impossible. Après, je fais, non, je rigole, en vrai, il y a un chauffeur qui me l'a dit. Mais tu vois, c'était marrant, ils étaient là. Normalement, toi, ils connaissent pas les gens. Donc, c'est vrai qu'à part Bucarest, qui est quand même un bon club, mais bon, ça reste quand même un club qui gagne des titres, mais toi c'est un peu comme le Paris Saint-Germain quoi, il roule sur le championnat roumain. Exactement. Après t'as des petites équipes, je pense que oui, c'est par rapport en France, c'est pas pareil quoi. Mais je suis d'accord ça, que tu vois des maillots de clubs étrangers dans les rues assez souvent. Mais non, ça c'est des bonnes anecdotes voilà, là. Vrai. Mais pour en revenir au sport, c'est vrai que le sport, j'ai trouvé que c'est très peu développé en Roumanie, notamment à Bucarest, où les universités n'ont pas de club de sport, il n'y a pas de gymnase, il n'y a pas d'association sportive, ni rien. Alors qu'à Sciences Po, le sport est obligatoire et à la fac en France, il est facultatif, mais tout le monde en fait parce que c'est gratuit et on peut faire de tous les sports. Pour sociabiliser aussi, voilà, c'est pour important. Se faire des amis. Et c'est vrai que je suis arrivé à Bucarest, il n'y a pas de sport. Alors j'avais pas demandé à faire du ping-pong ou des sports très précis, mais pas d'équipe de foot, pas de rugby, rien. Ah ouais. Donc c'est ça, et j'ai été choqué. Et pareil, très peu d'infrastructures sportives, même des clubs privés où soit tout est hors de prix et réservé à une élite bourgeoise. Et voilà, c'est vrai que les jeunes ne font pas de sport et je pense qu'il y a des problèmes d'obésité en Roumanie, déjà du fait de la nourriture qui est très grasse, donc ça on pourra en parler, et du fait que les gens ne font pas de sport, les jeunes n'en font pas. Ah, c'est intéressant ça, parce que du coup c'est vrai que moi vu que je suis allé sur pas longtemps, j'ai pas pu remarquer ça. On a fait du sport, mais du coup on a dû aller sur peut-être le seul city stade de la ville. Mais c'est marrant, et t'as quand même pu faire du sport pendant cet échange, ou c'était vraiment un peu compliqué de trouver des moments, des endroits? Très honnêtement, hormis la marche, on n'a pas pu faire beaucoup de sport à Bucarest, il n'y avait pas une seule infrastructure. Par contre, ce qu'on a pu faire, nous, c'est voyager au sein de la Roumanie, partir avec des sacs à dos et faire de la randonnée. Moi, qui suis pas un grand sportif, j'ai dû suivre mes amis dans des chemins assez compliqués dans les montagnes, dans les Carpates roumaines. Donc voilà, donc les seuls moments sportifs, ça a été les randonnées dans les montagnes. Ok, bah tu peux nous en parler un petit peu. Du coup, t'es parti avec tes potes dans la campagne, dans la pampa roumaine. Exactement. Donc voilà, Bucarest, c'est une ville qui est très plate, où il fait quand même bon l'année, il fait parfois un petit peu froid l'hiver, mais le reste de la Roumanie, c'est très sinueux, c'est les Carpates, les montagnes, la Transylvanie, il peut faire moins 20 degrés l'hiver. Et donc nous, on est parti là-bas, on est parti à Sinaia, à Brasov. Il faut savoir qu'en Roumanie, il y a des ours sauvages partout, et c'est pas une légende. En France, on a 2-3 ours dans les Pyrénées et des renards et des loups dans les départements, mais en Roumanie, ce sont des ours. Et donc j'ai pu partir faire la fameuse route Transfagarasan, qui est considérée comme l'une des plus belles routes du monde. Partir faire un petit road trip en voiture, observer les ours le long des chemins et des montagnes, tout en conduisant avec la même conduite que les Roumains, pas de signalisation, voilà, des routes avec des poules partout, et c'était une expérience formidable. C'est toi qui conduisais ? Oui, c'est ça, parce que je me suis fait un petit road trip solo de 2 jours, j'avais loué une voiture pour Putain, trop bien. J'avais absolument envie de partir tout seul faire cette route Transfagarasan pour rouler à ma façon, comme les Roumains on va dire, et voilà, et profiter de ce paysage, de cette nature, parce que la route elle n'est ouverte que certains mois de l'année, parce que parfois il neige tellement qu'il y a des mètres de neige et que plus aucun véhicule ne peut y accéder. Voilà. Et sinon, avec nos amis, on voyageait souvent en train, parce que le fait d'être étudiant en Roumanie, même étranger, on a 90% de réduction sur les billets de train. C'est-à-dire qu'on ne paye que 10% du prix du billet, si vous avez suivi. C'est-à-dire que des trains qui sont déjà pas chers, on les paye 50 centimes pour des longs trajets. Comme en France. C'est ça. Voilà, avec à peu près le même niveau de retard. Mais finalement, je ne me plaindrai plus jamais de la SNCF. Après avoir pris un train roumain,
Pour la petite anecdote, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce sont les anciens trains qu'on avait en France dans les années 50, 60, 70 qu'on envoie en Roumanie. Et donc, tout ce qui est marquage et tout ce qui est écrit sur les vitres, c'est marqué en français. Intéressant ça. Et voilà, pareil pour les vieux bus. Ce sont des vieux bus français. En fait, la Roumanie, je pense, à une époque, rachetait tout ce qui appartenait à la France qu'on leur vendait pour pas cher. Et ben aujourd'hui, ça sert encore. Et donc, moi qui suis passionné de locomotives, j'ai eu l'occasion de voir des vieilles locomotives diesel françaises qui tremblent de partout. Ça, c'était formidable. Ça doit être marrant ça. Ah, donc il y a quand même une bonne trace française en Roumanie en fait. Ouais, oui. Donc tu t'es jamais. Ouais, tu te sentais peut-être toujours un petit peu chez toi qu'en fait. C'est ça, et de ce côté-là, j'étais pas dépaysé parce que sur les 22 millions d'habitants que compte la Roumanie, un quart de ces Roumains parlent le français courant, parlent un français courant. Et la petite anecdote, c'est que j'étais dans une friperie. Il y en a très peu à Bucarest, mais on en trouvait quelques-unes. Et j'essaye une veste en velours assez vieille. Et il y a un papy qui me dit quelque chose en roumain. Et donc je lui réponds en anglais que je parle pas roumain. Sauf que lui il parle pas anglais, donc il dit que je comprends pas ce que je dis en roumain. Et donc j'arrive à lui dire une phrase en roumain comme quoi je ne parle pas roumain. Et là il voit que je suis français et il se met à parler français. Et en fait il me dit que la veste que je viens d'essayer me va très bien, dans un français parfait. Et donc je parle 5 minutes avec lui. Il me raconte qu'il avait appris le français dans les années 60 en Roumanie. Et qu'il n'est jamais allé en France, mais qu'il parlait le français. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Oh, c'est génial ça. Putain, mais ce genre d'interaction, ça doit faire marrant tu rencontres un Roumain et en fait il te parle français comme c'est si. Ça, c'est comme très drôle parce que j'ai oublié tous les mots de roumain que j'avais appris, mais donc les quelques fois où on se forçait à engager la discussion en roumain et que les personnes se rendent compte qu'on est français, elles nous répondent immédiatement en français. Okay. Et donc voilà, même pas le temps ni de développer l'anglais ni quoi que ce soit, les Roumains parlent le français. C'est un truc dont on parle pas beaucoup ça, parce que moi en arrivant, je savais pas du tout qu'il y avait ce lien entre la Roumanie et la France. On n'en parle pas beaucoup, on a une mauvaise image des Roumains et en fait, on a la France, en fait, on est pas mal représenté en Roumanie finalement. Mais oui, il y a une ambassade, il y a plusieurs consulats, il y a beaucoup d'associations franco-roumains, beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de Français qui travaillent à l'étranger. Plusieurs fois dans certaines rues, on entend parler français, il y a même un bar français à Bucarest. Oui, ok. On peut boire du vin français. Ah ouais, okay. De temps en temps, ça nous arrivait par nostalgie d'aller boire un verre de vin ou voilà, un bon Bordeaux. Voilà, plutôt la bouteille, parce que c'était une bouteille achetée le vendredi soir, une bouteille offerte. Ok, c'était les prix roumains ? Oui, c'est ça. C'est sympa ça. Et pour rester un peu dans le même thème, tout à l'heure on a évoqué la nourriture. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Quelles étaient les différences ? Alors il faut dire que la nourriture c'est le point noir de la Roumanie. Ça a été compliqué culinairement. Bon, déjà j'ai eu la chance d'attraper la tourista dès le début. Alors je sais pas si c'est en buvant l'eau du robinet, parce que j'ai appris plus tard qu'il ne fallait pas forcément la boire à Bucarest. Mais je l'ai bu tout au long de l'année, donc je suis tombé malade dès le début, ou si c'est après avoir mangé un gyros, une sorte de kebab grec au fin fond de la banlieue de Bucarest. Voilà, je sais pas d'où vient cette maladie, mais j'ai été très malade et j'ai failli me retrouver à l'hôpital. Ah oui, carrément. Voilà, carrément, mais bon, au final, quand j'en ai parlé avec des Roumains, ils m'ont dit de ne surtout pas aller à l'hôpital public roumain. Donc voilà, donc tout ça à cause de la nourriture. Sur le prix des aliments, la viande est 2 fois moins chère qu'en France. Par exemple, le kilo de poulet, le blanc de poulet coûtait 6 € le kilo. Mais sinon, tous les produits transformés et tous les produits industriels sont importés en Roumanie, ce qui les rend un peu plus chers. On trouve les magasins Carrefour en France, en France et en Roumanie. Okay. Et donc j'ai retrouvé cette chaîne où je pouvais, si j'avais besoin de produits occidentaux, faire mes courses là-bas. Mais là où tout le monde fait ses courses en Roumanie, ce sont dans les méga images. C'est des sortes de petites supérettes qui sont ouvertes déjà 24 heures sur 24. J'ai découvert ça, de pouvoir faire mes courses à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, ou d'aller chercher le moindre truc quand j'en avais besoin. Et donc ce sont des toutes petites supérettes où les Roumains font leurs courses, et c'est là aussi où j'ai fait le reste de mes courses le long de l'année. Donc à l'appartement, je me faisais plutôt à manger de ce que je faisais déjà en France, des pâtes, voilà, j'ai repris ma vie d'étudiant. Et on a tenté avec mes amis quelques restos roumains où les plats sont imprononçables et se basent à base de porc, de polenta. C'est très gras, c'est bon mais sans plus. Mais voilà, je suis désolé de dire, la gastronomie française reste largement au-dessus que de la gastronomie roumaine. Sans nous jeter trop de fleurs, je pense qu'on a l'une des meilleures gastronomies au monde quand même. Et ça t'a pas trop manqué en vrai ? C'était très dur, et pour tout dire, chaque semaine je m'achetais un camembert à 6 €, tellement le fromage français me manquait. Les fromages roumains ont un goût de plastique. Il n'y a qu'un Français pour faire ça. Voilà, il n'y a qu'un Français pour faire ça, boire du vin à l'étranger. Et enfin, j'ai goûté le vin roumain, c'est sans grande satisfaction. Sans satisfaction, voilà.
Mais bon, c'était un petit peu la bête noire de la Roumanie, c'est que on prend du poids très facilement parce qu'aussi les fast-food sont 2-3 fois moins chers qu'en France. Disons un menu maxi best-of en France nous coûte 12, 13, 14 euros, si ce n'est 15 euros aujourd'hui. En Roumanie, c'était au maximum 6 euros. Oui. Donc on se retrouve, avec mes amis, on a tous pris quelques kilos là-bas. Donc c'est mieux quand même de trouver un club de sport, même si c'est difficile. C'est ça, donc faites du sport, mangez bien et voilà. Non, mais c'est intéressant. Là, avec tout ce que tu me racontes, là, carrément, ça me donne limite envie d'aller étudier à Bucarest. Mais alors, pour finir, qu'as-tu appris qu'as-tu appris de cette expérience à l'étranger ? Qu'est-ce que tu en tires ? Premièrement, je pense que c'est l'autonomie. Alors, il est vrai que j'étais déjà autonome en France, mais j'avais mes parents, j'étais accompagné de mes amis, je me suis retrouvé seul à l'étranger, dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Et le plus dur, ça a été la paperasse administrative une fois arrivé sur place à Bucarest. Notamment faire le lien entre mon université à Sciences Po et l'université de Bucarest, où l'administration c'est un héritage de l'URSS, donc toute une paperasse compliquée pour avoir le moindre papier, la moindre signature. Ça a été un long calvaire, un long cheminement. Donc ça, j'en garde plutôt un mauvais souvenir, mais ça m'a pris la débrouillardise, qu'il y avait toujours des solutions, et que même si j'ai dépassé 2-3 mois à la date limite pour rendre un papier, c'était pas grave et il fallait faire avec. Donc moi qui étais quelqu'un d'assez carré, d'assez stressé sur l'administratif, j'ai dû lâcher prise et dire c'est pas ma faute, j'ai fait les choses, mais voilà, il y a pas d'administration derrière qui suit. Sinon j'en retiens que du positif de la Roumanie. Je me suis fait des amis fantastiques, que ce soit des amis français ou des amis roumains qui vont bientôt venir en France. Ça reste la Roumanie des paysages magnifiques. J'ai pu voyager dans les montagnes, j'ai même pu aller me baigner dans la mer Noire à Constanța en Roumanie, pu me baigner dans la mer Noire, une mer toute calme, toute plate, j'ai l'impression de me baigner dans un lac. Donc voilà, j'étais proche aussi de la frontière ukrainienne à plusieurs reprises. Oui, ok. Voilà, donc je n'ai pas franchi le pas par mesure de sécurité, même si j'en aurais été capable. Voilà, et puis la Roumanie, ça a été aussi la chance de pouvoir voyager, parce que les profs nous permettaient de partir quand on voulait en vacances, même si on avait cours. J'ai par exemple j'ai eu l'occasion de partir avec des amis en Bulgarie, un pays encore plus pauvre que la Roumanie, et encore plus différent culturellement, parce que c'est un pays avec un alphabet cyrillique, donc les gens ne nous comprennent pas et on ne les comprend pas. C'était en plein hiver, donc il a neigé, mais c'était fantastique. Là, c'était vraiment 10 jours dans une auberge de jeunesse en plein Sofia, en Bulgarie. Ça a été aussi pour moi les premières vacances. Incroyable. Et sur la fin de l'année, au mois de mai, j'ai eu l'occasion de partir en Turquie. Nous sommes partis en bus pour la Turquie, qui est un pays voisin de la Bulgarie. Et donc là, ça a été je pense, les plus belles vacances que j'ai pu faire récemment. On a passé 5 jours formidables à Istanbul. Tout était parfait, magnifique. Je vous déconseille d'aller à Ankara, qui est certes la capitale de la Turquie, mais c'est uniquement en fait la capitale politique. Ce n'est composé que de bureaux, il n'y a pas vraiment de paysage. Donc voilà, okay. Conseil de voyageurs, n'allez pas à Ankara, ça n'en vaut pas le détour. Ouais, c'est la capitale administrative. Voilà, exactement, la capitale administrative, c'est ce que je cherchais. Ouais, c'est un peu comme l'Australie avec Sydney, Canberra, c'est exactement la même problématique. Et pour finir notre voyage, nous sommes allés dans les Cappadoces en Roumanie, au fin fond de la Turquie. Admirer les maisons troglodytes, les montgolfières, et voilà, c'est aussi une destination très prisée des touristes, et nous avons croisé beaucoup de Français en Turquie. C'est génial. Non mais en fait, c'était une expérience incroyable, surtout 1 an. Et juste rapidement, ton retour en France, ça s'est passé comment ? Alors, si je ne me trompe pas, t'es rentré au milieu de ton échange. Mais du coup, ce premier retour, comment ça s'est passé ? Et la fin de ton échange, comment ça s'est passé ? Ouais, alors pour reprendre, je suis rentré à plusieurs reprises en France, déjà pour Noël, et aussi pour des raisons professionnelles, parce que je devais faire des stages en France, donc je suis rentré à plusieurs reprises, donc j'ai beaucoup pris l'avion pour tout dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'empreinte carbone, mais je n'avais pas le choix, et puis voilà, l'avion restait moins cher que les Flixbus et les trains. Le retour final a été brutal en France parce que je suis rentré le 15 juin et que le lundi d'après j'ai commencé mon job étudiant, donc le retour brutal de la vie paisible en Roumanie au retour au travail en France, les 35 heures, la voiture, les Français, les portes à 10 euros. C'est ça, les bars tout chers, les restaurants à 20 euros, les pintes à 8 euros comme vient de le dire Youn. Voilà, le retour à la vie chère. La France m'avait manqué, puis voilà. Après la Roumanie t'a manqué. Après c'est la Roumanie qui m'a manqué, voilà. Dire adieu à mes amis, surtout que j'étais le premier à partir, parce que eux après sont partis faire des vacances en Albanie, mais moi je devais absolument rentrer pour travailler. Donc le retour assez brutal.
Et voilà, et donc là, nous sommes au mois d'août et c'est bientôt la rentrée. Ok, non mais super intéressant, merci de nous avoir partagé tout ça. Bon du coup, pour finir les podcasts, j'aime bien demander à l'invité soit s'il a une citation référence, un livre ou un podcast, ou si juste il a un mot de la fin, une petite dédicace à faire passer. Peut-être une petite dédicace à tous mes amis français que j'ai rencontrés, et même mes amis roumains. On avait une petite blague, je vais finir par le mot de Maxime Miyagi dans une vidéo Squeezie, Hasoul, qui pour nous voulait dire tout et n'importe quoi. C'est un mot qu'on a utilisé tout au long de notre échange universitaire. Ok, sympa, on l'utilise aussi aux États-Unis. J'en suis ravi. Mais ok, bon écoute, merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur ce podcast. C'était très intéressant et je pense que s'il y en a qui se posaient des questions, on y a pas mal répondu en tout cas sur la Roumanie. Et puis voilà, encore merci et à très vite. Merci Youn à toi de m'avoir reçu.